La Cour, composée de Sylvain Auré, président, Ben Kioko, vice-président, Gérard Nyongeko, El Hadji Guissé, Rafa Ben Achour, Angelo Matussi, Ntiam Mangé, Marie-Thérèse Mokamuriza, Tujilan Shizumila, Shafiqa Ben Saoula, juge, et Robert Eno, greffier. En l'affaire, Mariam Kouma et Ousmane Diabaté, représentés par 1. L'Institut pour les droits de l'homme et le développement en Afrique, 2. l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, contre la République du Mali, représenté par M. Youssouf Diarra, directeur du contentieux de l'État, Maître Harouna Keïta, avocat au barreau de Bamako, et M. Daouda Doumbia, sous-directeur des affaires pénales. Après en avoir délibéré, rend le présent arrêt. Objet de la requête. La requête a été présentée par la PDF et l'IHRDA pour le compte de Mariam Kouma, commerçante à Bamako, et son fils Ousmane Diabaté, et évoque la violation des droits des requérants à un procès équitable par l'État défendeur. Les faits. En janvier 2014, Mariam Kouma vend un singe à Boussourou Coulibaly pour une somme de 9 000 francs CFA. Le lendemain, Boussoura revient demander à Mariam de reprendre son singe et de lui restituer son argent. Il fait valoir que sa maman n'apprécie pas la domestication de l'animal. Devant le refus de Mariam de reprendre l'animal, Boussourou laisse le singe dans la cour de celle-ci et s'en va. Seulement, voulant à tout prix récupérer son argent, il revient presque chaque jour au domicile de sa co-contractante pour réclamer la restitution de la somme payée. La nuit du 13 février 2014, lorsqu'il vient à nouveau chez Mariam pour la même réclamation, celle-ci lui intime l'ordre de ne plus, je cite, mettre les pieds chez elle. Furieux, Boussourou se rend précipitamment au domicile de la famille voisine, se saisit d'une machette, rebondit au salon de Mariam et lui assène plusieurs coups à la tête et aux pieds jusqu'à ce que cette dernière tombe évanouie. Ousmane Diabaté, fils de Mariam, qui venait au secours de sa mère, fut également blessé par Boussourou lors de l'échauffourée. C'est alors que les voisins, alertés par les cris de Ousmane, appréhendèrent Boussourou pour le mettre à la disposition de la police. Suite à l'enquête ordonnée par le parquet, Boussourou est poursuivi pour coups et blessures volontaires simples. L'affaire mise en comparution immédiate devant le tribunal de première instance de la commune 5 du district de Bamako. Au cours de l'audience publique du 20 février 2014, le ministère public a requis la relaxe du prévenu en invoquant la démence de ce dernier. Le 27 février 2014, le tribunal rejette la réquisition du parquet et condamne Boussourou à 1 an d'emprisonnement ferme pour coups et blessures simples. Le tribunal réserva néanmoins les intérêts de la partie civile au motif que celle-ci n'avait pas encore produit les preuves de l'incapacité de travail alléguée. Le conseil de Boussourou interjeta appel du jugement le même jour. Dans son arrêt du 24 mars 2014, la Cour d'appel, considérant que le juge de première instance n'a pas vidé sa saisine,
en ne se prononçant pas sur les intérêts civils, décida de renvoyer l'affaire au tribunal de première instance de la commune 5 du district de Bamako. Au moment de la saisine de la cour de Séan par les requérants, le 1er juillet 2016, la procédure était en cours devant le tribunal de première instance de la commune 5 du district de Bamako. Violation alléguée. Les requérants allèguent que les juridictions nationales maliennes, saisies du différend qui les opposait à Boussourou, l'ont été sur une qualification erronée des faits de la cause. Ils affirment que le fait de qualifier de coups et blessures les actes de leur agresseur, alors qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre avec préméditation, a eu pour conséquence la violation de leur dignité et de leurs droits garantis par les instruments internationaux des droits de l'homme, en particulier 1. Le droit à la dignité et le droit d'être protégé contre toute forme de violence et contre la torture, tel que prévu par l'article 3 du protocole de Maputo, l'article 5 de la Charte, l'article 7 du Pacte international sur les droits civils et politiques et l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Deuxièmement, le droit à l'éducation de Ousmane, tel que prévu par l'article 17 de la Charte et l'article 11 de la Charte sur le droit et le bien-être de l'enfant. 3. Le droit au travail de Mariam, tel que prévu par l'article 15 de la Charte. 4. Le droit à la santé, tel que prévu par l'article 16 de la Charte, 14, paragraphe 1 du protocole de Maputo et 14 de la Charte sur le droit et le bien-être de l'enfant. 5. Le droit d'accès à la justice et le droit à la réparation, tel que prévu par l'article 7 de la Charte et l'article 6 du protocole de Maputo. Ils affirment en définitive que toutes ces violations sont imputables à l'État défendeur, qui a manqué à son obligation de mener une enquête approfondie et impartiale devant conduire à une juste qualification de l'infraction commise par leur agresseur, ce qui constitue une violation de l'article 3, paragraphe 4 du protocole de Maputo. Mesure demandée par les parties. Dans la requête, il est demandé à la Cour de, premièrement, condamner l'État défendeur pour manquement à l'obligation de mener une enquête approfondie et impartiale, conformément à l'article 3, paragraphe 4 du protocole de Maputo, l'article 1er de la Charte et l'article 16 de la Charte sur le droit et le bien-être de l'enfant. 2. Dire que l'État défendeur a violé leurs droits garantis et protégés par les articles 5, 7, 15, 16 et 17 de la Charte, 3, 6 et 14 du protocole de Maputo, 11 et 14 de la Charte sur le droit et le bien-être de l'enfant, 7 du Pacte international sur les droits civils et politiques et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 3. Ordonner à l'État défendeur de payer à Mariam Kouma et à Ousmane Diabaté, respectivement 110 628 205 francs et 70 026 000 en réparation des préjudices qu'ils ont subis. Dans son mémoire en défense, l'État défendeur demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, au fond de dire que la requête est mal fondée. Sur la compétence, au terme de l'article 39.1 du règlement intérieur de la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence. La Cour observe que sa compétence matérielle
temporelle et territoriale ne fait l'objet d'aucune contestation entre les parties. Elle note également qu'en l'espèce, il n'y a pas de doute sur sa compétence matérielle, temporelle et territoriale, et au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, elle conclut qu'elle est compétente pour connaître de la présente affaire. Sur la recevabilité, au terme de l'article 6.2 du protocole, la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l'article 56 de la Charte. L'État défendeur invoque une seule exception d'irrecevabilité, tirée de l'article 40, paragraphe 5 du règlement, qui dispose que, je cite, « Les requêtes sont recevables si elles sont postérieures à l'épuisement des voies de recours internes, s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale. » Dans son mémoire en défense, l'État défendeur, en se fondant sur l'article 34, paragraphe 4 du règlement, soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes avant de saisir la Cour de séance et demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable. Sur ce point, les requérants eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'ont pas épuisé les voies de recours internes avant de saisir la Cour de séance. Cependant, en se fondant sur l'article 45 du règlement, ils exposent que le recours pendant devant la Cour d'appel de Bamako a été prolongé de façon anormale. Le recours en appel n'est pas efficace et le recours civil est quant à lui déjà pourvu de sa substance par la sous-estimation des faits commis par Boussoro, leur agresseur. La Cour est donc appelée à examiner ces trois arguments. Sur l'allégation de prolongement anormal de la procédure interne, la Cour réaffirme que pour analyser le caractère raisonnable ou non de la durée d'une procédure, elle doit tenir compte des circonstances de la cause et de la procédure, et qu'ainsi l'appréciation du caractère normal ou anormal de la durée de la procédure relative aux recours internes doit en effet être effectuée au cas par cas en fonction des circonstances propres à chaque affaire. Sur ce point, l'analyse de la Cour tient compte en particulier de la complexité de l'affaire ou de la procédure irrelative, du comportement des parties elles-mêmes et de celui des autorités judiciaires pour déterminer si ces dernières ont affiché une passivité ou une négligence certaine. En l'espèce, les questions qui se posent sont celles de savoir si la procédure nationale relative à l'affaire des requérants était complexe ou si les parties ont apporté leur concours à la célérité de la dite procédure et si les autorités judiciaires ont fait preuve d'une négligence ou d'une lenteur inadmissible. Il ressort des pièces du dossier que lorsque l'infraction a été commise, la police saisie par les voisins a procédé à l'arrestation du sieur Boussoro, l'a placé en garde à vue et dressé un procès-verbal d'enquête, que ce procès-verbal a été ensuite adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako, qui a saisi le tribunal correctionnel en comparution immédiate après avoir placé le prévenu sous mandat de dépôt. La Cour constate que les faits ci-dessus décrits ne révèlent
aucun élément de fait ou de droit qui rendrait l'affaire, et moins encore la procédure complexe, de manière à justifier une durée relativement longue. La Cour relève en outre que le tribunal de première instance de la commune 5 du district, saisi le 20 février 2014, a rendu son jugement le 27 février 2014, soit dans un délai de 8 jours. Quant à la Cour d'appel, saisie de l'affaire le 27 février 2014, elle a rendu son arrêt le 24 mars 2014, soit dans un délai de 25 jours. La Cour ne considère pas qu'une telle durée soit trop longue et dit que la procédure ne s'est pas prolongée de façon anormale. Le délai de 2 mois dont se plaignent les requérants, et celui de l'instance devant le tribunal de première instance de la commune 5 du district de Bamako, comme juridiction de renvoi, est appelé à vider sa saisine en se prononçant sur les intérêts civils des requérants. La Cour estime que la célérité d'une procédure exige une coopération nécessaire des parties au procès pour éviter des retards indus, comme ce fut le cas dans l'affaire opposant les requérants et le ministère public devant les juridictions nationales, notamment devant le tribunal de première instance de la commune 5 du district de Bamako, depuis le renvoi de l'affaire devant celui-ci, afin que soit vidée sa saisine sur les intérêts des parties civiles. En l'espèce, la Cour relève que le laps de temps entre le 24 mars 2014 et le 1er juillet 2016, date de sa saisine, correspond à la période au cours de laquelle le tribunal attendait les pièces médicales des requérants afin d'évaluer les préjudices et quantifier la réparation. Au regard de ce qui précède, la Cour constate que la prolongation de la procédure dont se plaignent les requérants leur est aussi imputable. Il leur revenait d'apporter leur concours à la célérité de la procédure en produisant à temps les éléments de preuve en réparation des dommages qu'ils invoquent. La Cour rejette donc la légation des requérants selon laquelle la procédure nationale s'est prolongée de façon anormale. Sur l'allégation de l'inefficacité du recours devant la Cour d'appel, les requérants font également valoir que le recours devant la Cour d'appel n'est pas efficace dans la mesure où il n'offre aucune perspective de requalification des faits en tentative de meurtre avec préméditation et non de coups et blessures, que le ministère public aurait dû d'abord requérir l'expertise médicale sur l'incapacité de travail subie par les victimes avant de procéder à la qualification des faits. L'État défendeur conteste les prétentions des requérants et soutient que l'affaire devant les juridictions nationales n'a pas été mal gérée. Il soutient que la condamnation de Boussourou à 1 an d'emprisonnement ferme par le tribunal de première instance de la commune 5 du district de Bamako est la preuve que cette affaire, sur le plan pénal, a été diligentée avec le maximum de rigueur. La Cour relève que les requérants se bornent à dire qu'ils n'ont pas exercé le recours en requalification des faits parce qu'il n'existe aucune perspective d'arriver à une telle qualification. En l'espèce, la Cour constate que les requérants n'apportent aucune preuve qui démontre que le recours en requalification ne pouvait pas aboutir à une décision différente de celle du juge d'instruction, qu'ils se contentent de jeter le doute sur l'efficacité d'un recours qui leur est ouvert et qu'ils ont délibérément renoncé à l'utiliser. En conséquence, faute pour les requérants d'apporter la preuve que la saisine de la chambre d'accusation n'aurait pas produit l'effet escompté, la Cour rejette l'argument des requérants.
sur l'allégation de l'inefficacité du recours civil. La Cour relève en fait que c'est en tenant compte des intérêts civils des requérants que la Cour d'appel de Bamako, saisie du jugement du 27 février 2014, a considéré que le juge de première instance n'a pas vidé sa saisine en ne se prononçant pas sur les intérêts civils et a de ce fait décidé de renvoyer l'affaire. Par ailleurs, la Cour note qu'à l'étape actuelle de la procédure interne, les requérants ne peuvent interjeter appel qu'après la décision du juge d'instance sur les intérêts civils. Il est donc prématuré de préjuger de l'inefficacité du recours devant la Cour d'appel. En conséquence, la Cour rejette les moyens des requérants tendant à considérer les recours internes comme étant inefficaces, ineffectifs et satisfaisants. La Cour conclut que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes comme l'exigent les articles 56 de la Charte et 45 du règlement de la Cour. La Cour note qu'au terme des dispositions de l'article 56 de la Charte, les conditions de recevabilité sont cumulatives, de sorte que, lorsque l'une d'entre elles n'est pas remplie, c'est l'entière requête qui ne peut être reçue. C'est le cas en l'espèce, et la requête doit, par conséquent, être déclarée irrecevable. Frais de procédure, la Cour relève que dans la présente affaire, les parties n'ont formulé aucune demande quant aux frais de procédure. Au terme du règlement, qui dispose qu'à moins que la Cour n'en décide autrement, chaque partie supporte les frais de procédure, et la Cour dit que chaque partie supportera ses propres frais de procédure. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, 1. Déclare qu'elle est compétente. 2. Déclare fondée l'exception de non-épuisement des voies de recours internes. 3. Déclare la requête irrecevable. 4. Déclare que chaque partie supportera ses propres frais. Fait à Arusha, ce 21e jour du mois de mars de l'an 2008, en anglais et en français, le texte français faisant foi.